Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio Iteme, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio Iteme, c'est le pouvoir de la parole. Je suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Anthony Blinken, bonjour. Bonjour. Votre visite en Afrique du Sud touche à sa fin. Vous êtes maintenant attendu en République démocratique du Congo, au Rwanda. Vous avez pris connaissance du rapport des Nations Unies qui documente la participation de soldats rwandais dans des attaques contre des soldats congolais au Congo en soutien aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Le Rwanda rejette les conclusions de ce rapport. Est-ce que, Anthony Blinken, vous confirmez les conclusions du rapport de l'ONU ? Je vais surtout m'entretenir avec à la fois au RDC, avec le leadership, et Rwanda aussi, pour essayer d'aider ceux qui veulent mettre fin au conflit, à la violence, et surtout de soutenir des initiatives et des efforts africains, y compris l'effort du président sortant du Kenya, Kenyatta, dans un processus à Nairobi, pour essayer justement de trouver un avenir pacifique au Congo à l'Est. Mais surtout, pour nous, comment être utile à éviter que cette violence non seulement continue, mais s'accentue de façon très, très regrettable. Alors, sur notre antenne, RFI, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il a déclaré que les États-Unis ont un rôle à jouer, justement, dans la résolution de ce conflit. Mais lui, il appelle également à des sanctions de la communauté internationale. Est-ce que vous êtes prêt, Anthony Blinken, à des sanctions, ou en tout cas à appeler la communauté internationale à des sanctions? Et sinon, quel est le rôle précis que peuvent jouer les États-Unis? Dans un premier temps, c'est surtout le rôle de notre diplomatie pour essayer justement de soutenir les efforts qui sont déjà en train, y compris par le SADC, y compris par l'initiative du Nairobi, et voir comment nous pouvons soutenir ces efforts, les aider et trouver une solution diplomatique pour éviter qu'une violence continue, et de façon soutenable, parce que c'est une crise qui se répète, et je pense qu'il faut trouver une solution qui est vraiment durable. Alors, lors de cette conférence de presse avec la ministre sud-africaine des Relations internationales, il a été question du manque de constance des États-Unis, capables à la fois de condamner, de demander des sanctions dans certains conflits, puis dans d'autres rester silencieux. Est-ce que c'est le cas, justement? Est-ce que le cas du Congo et du Rwanda illustre le 2 poids 2 mesures des États-Unis? Je pense qu'il faut voir chaque défi dans ses propres détails. On essaye d'utiliser, selon le défi, les outils que nous jugeons les plus appropriés, les plus efficaces. C'est pas toujours la même chose dans un cas ou dans l'autre, mais effectivement, il faut essayer quand même de rester fidèle à ces principes et de rester fidèle au but
que nous avons, c'est d'essayer de trouver la paix où il y a conflit, d'éviter conflit où il y a paix. Anthony Blinken, après la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre au Rwanda. Est-ce que le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 sera au menu des discussions avec le président Paul Kagame? Je pense qu'il faut qu'il y ait une cessation de tout ce qui est soutien pour des groupes armés, quels qu'ils soient. Ce n'est pas un moyen d'avancer la paix, la sécurité, la stabilité, c'est tout le contraire. Et donc nous allons de toute manière en parler avec le président. Au Rwanda, il y a un résident américain qui est détenu, qui a été condamné à 25 ans de prison. C'est Paul Rusesabagina. Il est connu pour avoir inspiré le film Hôtel Rwanda, mais aussi pour être un opposant au président Paul Kagame. Allez-vous demander sa libération? Oui, de toute manière, dans, hélas, pas mal de pays à travers le monde, il y a des Américains ou des résidents américains qui sont détenus de façon injuste. Pour moi, c'est une priorité, où que ce soit, d'œuvrer à leur retour chez nous aux États-Unis. Votre tournée en Afrique intervient après celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Est-ce que les États-Unis redoutent une perte d'influence sur le continent africain? Je ne suis pas là parce que il y a compétition avec qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas un voyage ou non seulement un voyage, ce n'est pas un engagement américain en Afrique à cause d'un autre pays, mais au contraire, parce que l'avenir du monde sera défini de façon très importante en Afrique. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous établissons des partenariats, nous essayons de travailler en commun sur les défis qui ont un vrai impact sur la vie de nos concitoyens, que ce soit le défi du Covid, que ce soit le climat, que ce soit l'impact des nouvelles technologies sur la vie de nos citoyens. Et donc, pour nous, ce n'est pas du tout une question d'imposer un choix, mais d'offrir le choix pour les pays en Afrique. Et nous avons un agenda très positif pour cet avenir. J'ai eu l'occasion, ici en Afrique du Sud, d'élaborer un peu notre stratégie pour l'Afrique. Et j'en parlerai lors des autres voyages à l'avenir. C'est un voyage sur lequel il est beaucoup question de la guerre en Ukraine. Vous êtes dans un pays justement qui refuse de parler d'invasion. Est-ce que vous avez eu cette discussion franche avec Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Relations internationales? Est-ce que vous avez essayé de faire bouger les lignes? Nous en parlons souvent. C'est pas la première fois, et nous sommes, je pense, ensemble sur les principes les plus importants. Ce qui se passe en Ukraine, c'est non seulement une agression contre le peuple ukrainien, c'est une agression contre les principes qui sont à la base du système international, qui sont à la base du Charte des Nations Unies, très important pour l'Afrique du Sud, y compris pour des pays à travers l'Afrique. L'idée qu'un pays n'a pas le droit de changer les frontières d'un autre par la force, l'idée qu'un pays n'a pas le droit de prendre le territoire d'un autre pays, c'est quelque chose qui résonne en Afrique, vu l'histoire de l'Afrique. Cette agression impérialiste de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est quelque chose qui a un lien avec l'histoire de beaucoup de pays en Afrique. Et en plus, il y a des conséquences qu'on a en Afrique et à travers le monde, surtout au niveau alimentaire, où il y a une crise qui existait déjà à travers le monde à cause du climat et après le Covid, maintenant le conflit. Pour moi, très important de montrer tout ce que nous faisons pour essayer justement de faire face à cette crise avec les pays africains, une aide humanitaire très très importante depuis l'agression russe, 6 milliards de dollars ou presque depuis février, mais surtout un investissement dans l'avenir agricole en Afrique pour qu'il y ait une autosuffisance de production, pour que s'il y a une autre crise à l'avenir, l'Afrique pourra faire face plus facilement. Cela faisait 7 ans que les relations avec l'Afrique du Sud n'avaient pas été ainsi renouées, c'est ce qu'a dit la ministre des Relations internationales. Est-ce que la politique africaine de l'ancienne administration, les propos injurieux de Donald Trump ont fait vraiment du mal à vous, à votre administration, pour essayer de retisser des liens sur le continent africain? Moi, je me concentre sur le présent et sur l'avenir. Le passé n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que nous faisons aujourd'hui ce que nous ferons demain ensemble. Nous avons eu aujourd'hui avec l'Afrique du Sud
le redémarrage de dialogue stratégique très important parce que concentré sur les sujets qui auront un vrai impact sur la vie des Africains du Sud et des Américains, des questions de santé, les questions de climat, l'investissement dans l'infrastructure, l'investissement plus global. Donc pour nous, c'est aujourd'hui, c'est demain, hier, c'est hier. Un dernier mot, Anthony Blinken, les Kenyans sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Est-ce que c'est une élection présidentielle que les États-Unis suivent particulièrement ? Nous suivons ça de près, comme beaucoup de monde à travers l'Afrique et à travers le monde. Jusqu'ici, je crois que ça se présente de façon très positive pour avoir une élection qui est libre, avec une participation importante et sans violence. C'est ce qu'attend le monde, c'est ce qu'attend l'Afrique de cette élection. Et nous verrons ça et nous regardons ça de près. Anthony Blinken, merci. Merci beaucoup. Très content d'être avec vous. Merci. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2022. Vous êtes avec Achille Kamana qui habituellement vous présente nos émissions en français. Comme d'habitude, nous allons parler de la diplomatie du gouvernement du Rwanda, dirigé par le FPR du président Paul Kagame. Et nous allons spécifiquement parler de la visite du secrétaire d'État aux Affaires étrangères aux États-Unis, Monsieur Anthony Blinken. Il a fait une visite en Afrique du Sud récemment. Il est allé en République démocratique du Congo où il a discuté de certains enjeux, notamment en ce qui concerne le Rwanda. Il a discuté de la question de la sécurité à l'est du Congo. Vous savez très bien que dernièrement, il y a eu un rapport des Nations Unies qui a affirmé ou qui a confirmé que le mouvement M23, qui a récemment attaqué la République démocratique du Congo, était soutenu par le gouvernement du Rwanda et que d'ailleurs il y a eu une présence des éléments de l'armée rwandaise, de la Rwandan Defense Force. Donc ce rapport vient confirmer ce que le gouvernement du Congo a affirmé et ce qu'ils ont mentionné depuis le début de cette agression militaire. Ensuite, nous allons parler aussi de la visite justement du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, la visite qu'il a eue au Rwanda. Il a rencontré le président Paul Kagame, il s'est entretenu avec les autorités diplomatiques, notamment le ministre des Affaires étrangères rwandaises, M. Vincent Biruta. Et donc, nous allons analyser en quelque sorte l'issue de ces visites, qu'est-ce qui a été discuté sur la sécurité et sur le cas de Paul Rusesabagina qui a été enlevé en août ou septembre 2020 par les autorités rwandaises à Dubaï. Donc, pour ce faire, comme vous le savez, je vais être avec mon cher collègue Anissé Kareye qui va analyser un peu l'issue de ces rencontres par rapport à la diplomatie rwandaise, par rapport au présent et par rapport aussi à ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours par rapport justement à la gouvernance du FPR, au choix de gouvernance du FPR. Alors, sans plus tarder, Anissé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Bonjour Achille, oui, je t'entends très bien. Et je te remercie de m'avoir encore une fois convié à cette émission et j'espère qu'on va avoir de bons échanges. Je te remercie. Merci beaucoup à toi pour ton apport inconditionnel. Je rappelle que toi et moi, nous faisons partie d'un mouvement politique qui milite pour la restauration de la dignité humaine au Rwanda et pour l'instauration d'un véritable état de droit au Rwanda, l'Alliance rwandaise pour le changement. Et donc, merci pour ton soutien, merci pour ton apport. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser commenter ou analyser et présenter
aux auditeurs et auditrices de la radio ITM ce que symbolise ou ce que l'issue de la rencontre entre le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, par rapport aux deux rencontres, celle qu'il a eue avec les autorités de la République démocratique du Congo et celle qu'il a eue avec les autorités du Rwanda, dirigées par le FPR. Alors, la parole est à toi. Bon, je pense que tu l'as très bien souligné dans ton introduction, très complète. C'est que le secrétaire des États américains, Anthony Blinken, en se rendant dans cette région de l'Afrique, il a commencé d'abord par l'Afrique du Sud, et qui est un acteur majeur dans la région, notamment au sein de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC. Il s'est rendu à Kinshasa et il s'est rendu également à Kigali. Avant d'aller dans cette région, avant d'aller à Kinshasa, il a annoncé la couleur. Il a très bien précisé les sujets sur lesquels il allait évoquer dans son entretien avec le président rwandais Paul Kagame, à savoir le problème des droits humains au Rwanda, à savoir le problème de Paul Rusesabagina qui est en détention qu'il n'hésite pas à qualifier d'illégale, détention arbitraire, même si le Rwanda affirme haut et fort que Paul Rusesabagina a eu un procès équitable, mais l'autre ne l'entend pas de cette oreille, comme d'ailleurs la plupart des observateurs. Il a parlé également le problème de sécurité dans la région de l'Est du Congo. Et donc, il a annoncé, sans tergiverser, il a annoncé les sujets sur lesquels il allait s'entretenir avec les autorités rwandaises. Et donc, c'est quelque chose normalement qui n'est pas très habituel. Les diplomates nous ont habitués à ce qu'ils disent qu'ils vont évoquer des sujets de bonnes relations bilatérales entre les deux pays. Mais là, il a évoqué avec précision les sujets sur lesquels allaient porter les discussions avec notamment le président rwandais. Et la partie du FPR, je dis les gens du FPR, les adeptes du pouvoir de Kigali, et le ministre Vincent Biruta, ils ont aussi, avant la rencontre avec Paul Kagame, avant la rencontre d'Anthony Blinken et Paul Kagame, ils ont aussi affirmé haut et fort que la pression que les États-Unis mettent sur le Rwanda, notamment pour ce qui est de la libération de Paul Rusesabagina, allait rester infructueuse, parce qu'ils n'entendaient pas céder à la dite pression. Et donc, c'est quelque chose de très inhabituel. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'après les entretiens entre les deux parties, il y a eu une conférence de presse conjointe. Les deux ministres se sont adressés à la presse. Ce qu'on a remarqué, même si les deux parties avaient annoncé ce qu'ils allaient dire dans leurs échanges, mais dans cette conférence de presse, on ne nous a pas dit comment le gouvernement rwandais avait accueilli la proposition d'Anthony Blinken du gouvernement américain de libérer notamment Paul Rusesabagina. Ils ne nous ont pas dit ce qui allait se passer si le gouvernement rwandais n'arrête pas le soutien qu'il apporte officiellement, de façon plus ou moins officielle, au mouvement M23 qui déstabilise la région de l'Est de la République du Congo. Anthony Blinken s'est contenté de dire qu'il a discuté avec Paul Kagame et qu'il lui a suggéré d'arrêter le soutien, que le Rwanda arrête le soutien qu'il apporte au M23, et il a mentionné également le Congo qui soutiendrait les FDLR.
Donc, il a envoyé finalement les deux pays dos à dos pour ce qui est de son soutien au mouvement rebelle. Voilà. Donc, ça veut dire que nous qui attendions ce qui allait se passer après les discussions, ce qui allait sortir des échanges entre les deux parties, nous sommes restés sur notre faim, parce que finalement, rien n'a été communiqué. Mais cela ne veut pas dire que les échanges n'ont pas eu lieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un certain accord entre les deux pays. Peut-être que Paul Kagame a accepté de libérer un peu plus tard Paul Rusesabagina. Peut-être qu'il y a eu des menaces, je ne sais pas, parce que justement, cela n'a pas été commun. Donc, ça veut dire que nous, qui sommes observateurs, nous sommes restés sur notre faim, ce qui veut dire qu'en fait, ce qui a été conclu entre les deux parties, ce qui a été conclu n'a pas été rendu public, puisque peut-être, ça me paraît un peu normal que le ministre américain, le secrétaire d'État américain préfère rendre son rapport à ses supérieurs, notamment le président américain, et dans une moindre mesure, le Sénat. Voilà, donc il en est, c'est ce que nous avons observé, toi aussi tu l'as vu Achille, ceux qui nous écoutent ont suivi cette visite du secrétaire d'État américain à Kigali, mais le contenu des discussions, même si on avait annoncé les sujets majeurs sur lesquels les discussions, les entretiens allaient porter, mais on ne nous a pas dit ce qui a été décidé. Donc, nous attendons peut-être dans les prochains jours, on en saura davantage. Dans tous les cas, cette visite d'Anthony Blinken est très importante parce que c'est une visite qui s'inscrivait dans une pression que le Rwanda, que les États-Unis vont mettre sur le Rwanda pour le changement de nature de gouvernance. Quand il dit que Paul Rusesabagina est détenu de façon illégale, quand il dit que le Rwanda soutient officiellement le mouvement M23, quand il parle des droits humains, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et il le dit avant cette visite qu'il entendait justement faire à Kigali. Donc, ça veut dire que les États-Unis, finalement, se sont décidés à mettre une certaine pression sur le Rwanda pour que le gouvernement rwandais, le pouvoir du FPR, de son président Paul Kagame, change la manière de gouverner. Parce que nous savons que dans le passé, normalement, les États-Unis faisaient partie des principaux soutiens du régime de Paul Kagame. Les États-Unis ont toujours fermé les yeux sur ce que faisait le Rwanda. Justement, ce qui est de la violation massive des droits de l'homme, les massacres souvent qui se faisaient au grand jour, mais les États-Unis ont toujours soutenu le Rwanda. Si alors Anthony Blinken maintenant se rend au Rwanda et qu'il annonce publiquement les sujets que nous avons évoqués, ça veut dire qu'il y a un changement de regard de la part des États-Unis sur la gouvernance du Rwanda. Et même si je dis qu'on n'a pas su ce qui est sorti des discussions entre Paul Kagame et Anthony Blinken, mais le fait même d'aller à Kigali et de dire ce qu'il va dire aux autorités rwandaises, c'est quelque chose de très important. C'est un changement de regard et on peut s'attendre dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années à ce qu'il y ait d'autres mesures qui seraient prises pour que le Rwanda accepte de libérer le peuple qui est sous son joug. Je parle du FPR. Pour que le FPR et son président Paul Kagame acceptent de lâcher un peu la pression permanente
qu'ils mettent sur le peuple rwandais, qui, comme vous le savez, vit en souffrance perpétuelle. Voilà, donc c'est un changement de position pour moi, c'est un changement de position de la part des États-Unis et c'est quelque chose de très important parce que le Rwanda, peut-être, maintenant on voit la position qu'ils disent que les États-Unis n'ont pas à donner des injonctions au gouvernement rwandais puisque le Rwanda est indépendant, ce qui est vrai d'ailleurs. Aucun État n'a le droit de donner des injonctions à un autre pays. Je l'entends très bien, c'est bien. Mais on sait comment les choses se passent dans ce bas monde. On sait qu'il y a des pays qui ont la parole porte plus loin que celle des autres. Et on se demande si le Rwanda va continuer à résister à cette pression ou si il acceptera finalement d'entamer certaines réformes qui sont attendues pour que le peuple rwandais puisse finalement respirer la paix et la liberté. Je te remercie, Achille. Merci beaucoup, Anissé, d'avoir dressé le portrait de la situation actuelle. Je voudrais rajouter des choses parce que l'analyse que tu viens de faire est pour moi plus que complète, mais je voudrais rajouter certains éléments de précision pour que nos auditrices et auditeurs puissent comprendre ce qui se passe. Avant la visite de Blinken en République démocratique du Congo, il s'est entretenu avec la Radio France Internationale, RFI, un entretien d'à peu près 10 minutes, gros max, un entretien que vous avez écouté au début de cette émission, où il annonçait déjà la couleur par rapport à la position des États-Unis en lien avec la nature du partenariat qu'ils veulent développer avec certains pays africains. Ce partenariat, plus précisément, ce partenariat est de nature à pouvoir solutionner ou trouver des solutions durables par rapport aux conditions de vie par rapport aux conditions de vie des populations en Afrique. Par rapport à sa visite en République démocratique du Congo, il a fait un tweet dans lequel il manifestait sa joie ou il se réjouissait de l'entretien qu'il a eu avec les autorités congolaises et il a précisé que ces entretiens ont touché les questions de la sécurité, la question de l'environnement, il a parlé de l'état de droit, il a parlé de démocratie, etc. Ça, c'était le message qu'il a annoncé par rapport à sa visite et par rapport à son entretien avec les autorités congolaises. Et par rapport à sa visite avec les autorités rwandaises, il a parlé de la question de la sécurité, du respect des droits de l'homme et de la criminalisation systémique et automatique des opposants rwandais. Et donc, on voit deux messages différents pour un pays qui a longtemps été, comme tu l'as souligné, un soutien principal, si ce n'est majeur, du gouvernement du Rwanda, dirigé par le FPR du président Paul Kagame. Par rapport à la question de la sécurité à l'est du Congo, je ne vais pas retourner en arrière et citer plusieurs exemples. Je vais ramener nos auditrices et nos auditeurs sur le documentaire d'Alain Foucault intitulé, je me rappelle pas bien, mais il a fait un documentaire dans lequel il se posait la question à savoir comment est-ce qu'on peut atteindre ou arriver à une paix durable en République démocratique du Congo. Dans ce documentaire, il parle du mythe du Rwanda. Le Rwanda qui dépend à 50% par rapport à son budget national, qui dépend à 50% de l'aide internationale, et l'autre 50% vient de sa dépendance volontaire, économique, malsaine, indigne, venant du pillage des ressources naturelles du Congo, de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le gouvernement du FPR
a choisi une diplomatie agressive envers la RDC et s'est piégé économiquement parce qu'il en dépend à 50%. En d'autres termes, si la RDC venait à mieux s'organiser, je ne dis pas qu'ils sont désorganisés, mais si elle venait à être capable de sécuriser son territoire en intégralité, le Rwanda perdrait 50% de son budget national. C'est ce que ça veut dire. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que, à mon avis, à mon humble avis, cela justifie la guerre que le Rwanda mène à la RDC depuis plus de 20 ans. Et donc, il faut absolument un changement d'attitude où il faut que le Rwanda soit empêché, le gouvernement du Rwanda soit empêché ou soit mis hors d'état de nuire à la sécurité de la sous-région et à la sécurité de son propre peuple. C'est très important parce que le ministre des Affaires étrangères, Dr Vincent Biruta, a expliqué que les racines du conflit qui est à l'est de la République démocratique du Congo sont en lien avec l'idéologie du génocide contre les Tutsis. Et donc, on voit un gouvernement qui, au lieu de trouver des solutions pacifistes, des solutions durables face à l'insécurité qu'il cause lui-même, brandit encore une fois la carte de l'ethnisme. Or, dans les mois passés, dans les 2-3 mois passés, plusieurs représentants des communautés rwandophones en République démocratique du Congo ont fait des communiqués officiels dans lesquels ils se désolidarisaient du mouvement M23 soutenu par le Rwanda. Et donc, que tout le monde sache la réalité, sache la vérité, la motivation du gouvernement du Rwanda à continuer à déstabiliser l'Est du Congo est en lien avec le pillage des ressources naturelles et il est en lien justement à sa survie parce qu'il a bâti une gouvernance qui dépend de façon vraiment indigne et malsaine parce qu'il y a des vies humaines qui sont emportées tous les jours. Donc, il a bâti une gouvernance qui dépend de façon indigne au pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Et donc, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de regard, il y a aussi un changement par rapport à l'opinion internationale de comment on voyait le Rwanda. Le Rwanda qui était un mythe d'une grande réussite, croissance économique par-ci, par-là. En ce moment, on ne voit que la face réelle du gouvernement du Rwanda et, à mon avis, ils ne sont que les seuls responsables de ce qui est en train d'arriver. Par rapport à cela, Anissé, il y a le peuple rwandais, tu l'as mentionné, le peuple rwandais souffre depuis plusieurs années, souffre de la dictature sanguinaire et féroce du FPR. Comme je l'ai dit au début de cette émission, tu fais partie des mouvements politiques, l'Alliance rwandaise pour le changement. Qu'est-ce que l'Alliance rwandaise pour le changement pense de la cohabitation des Rwandais avec les autres peuples de la sous-région des Grands Lacs, ou plus précisément des peuples de la communauté des pays d'Afrique de l'Est? Comment est-ce que l'Alliance rwandaise pour le changement voit la diplomatie? Comment est-ce qu'elle compte proposer un projet viable, durable, pacifiste, qui permet une croissance économique des peuples? Qu'est-ce que l'Alliance rwandaise prévoit par rapport à cette situation de déstabilisation de la République démocratique du Congo et aussi de l'instauration d'un véritable état de droit au Rwanda? Je te laisse la parole et après, je pense qu'on va aller vers la fin de notre émission. Bon, cela a été évoqué, je pense que toi aussi tu l'as dit et tu l'as très bien dit. La visite même du secrétaire d'État américain à Kigali a révélé
deux problèmes majeurs. Bon, ce n'est même pas une révélation, on le savait déjà, mais ça a été mis encore au grand jour. Il y a le problème interne, les droits et libertés fondamentales de la personne humaine qui sont bafoués continuellement depuis très longtemps, que les Rwandais, n'ont pas le droit de penser, d'opinion, n'ont pas le droit d'expression, que les Rwandais n'ont pas un espace assez large, libre, pour mener des activités libérales. Je parle par exemple de ceux qui veulent mettre sur pied des entreprises privées. C'est très contrôlé par l'État et ça justement, ça va à l'encontre des principes universels que le Rwanda a signés. Il y a aussi le problème externe justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui est le fait d'agresser les pays voisins. Maintenant, on parle de la République démocratique du Congo, mais c'est que on sait bien que aussi le Rwanda ne se gêne pas plusieurs fois d'envoyer ses bras droits en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi, pour déstabiliser les pays, justement, les pays voisins. Donc, il y a ces deux problèmes sur lesquels on discute maintenant, qui est les libertés fondamentales de la personne humaine qui sont constamment bafouées à l'intérieur du pays, et il y a ce problème d'agressivité, le problème de ne pas avoir une vision globale de la diplomatie pour que les peuples de la sous-région, le peuple rwandais, le peuple congolais, le peuple burundais, et j'en passe, que ces peuples-là puissent vivre dignement, puissent cohabiter pacifiquement et avoir des partenariats fructueux pour tout le monde. C'est ça justement, tu le disais toi-même tout à l'heure, le Rwanda a choisi une mauvaise voie diplomatique et de gouvernance interne. Et maintenant, il commence à voir que peut-être pas, que ça n'ira peut-être pas très loin. Donc, la sagesse humaine voudrait que, puisque tout le monde voit que les problèmes commencent à survenir de cette position de la politique rwandaise, la sagesse voudrait que on change le fusil d'épaule, qu'on cohabite pacifiquement avec les voisins et qu'on libère l'espace politique au Rwanda pour que tout le monde puisse s'exprimer librement. Ces deux volets majeurs, ce n'est pas les seules solutions, mais je pense que pour nous, l'Alliance rwandaise pour le changement, il faut absolument que cela puisse se faire rapidement pour que l'État rwandais puisse retrouver son espace qui commence fortement à se rétrécir. Et la voie, normalement, l'issue possible et pacifique, qui évite les violences, c'est le dialogue. Donc, nous appelons le gouvernement rwandais à dialoguer avec d'abord les partis d'opposition, parce qu'il y en a à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda. Et bien, si je vois que quand on le dit, il y a des voix qui s'élèvent pour invectiver ceux qui avancent cette proposition, qui est pourtant une proposition sage. Donc, il faudrait entamer le dialogue avec les Rwandais, les partis d'opposition, la société civile et j'en passe. Il faut également revoir la copie de la diplomatie rwandaise pour que et le Congo, et l'Ouganda, et le Burundi, dans le cadre de l'EAC, pour qu'on puisse avoir une paix durable pour tout le monde. Voilà, globalement, c'est ce que je peux dire. La position politique et diplomatique qu'on avance au sein de l'Alliance rwandaise pour le changement. Je te remercie, Achille. Merci beaucoup,
cher Anissé, pour ta contribution. Je vais terminer en rappelant à nos auditrices et auditeurs que les belles images que vous voyez sur les réseaux sociaux, les images visant à faire de la propagande que le Rwanda est un pays qui avance rapidement et de façon efficace, qui aurait un miracle rwandais qui servirait de modèle pour d'autres pays ou d'autres nations ou d'autres peuples, sont des images qui cachent une triste réalité, une réalité indigne de toute forme des droits humains. C'est une réalité qui est caractérisée par un manque total de liberté d'expression ou de toute forme de liberté tout simplement. C'est une réalité qui cache le manque de l'ouverture de l'espace politique où même le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, mentionne ou précise qu'il y a une criminalisation systémique et automatique des opposants du régime du FPR. C'est une réalité qui cache une famine extrême, une pauvreté qui sévit depuis plusieurs années, des inégalités de genre et toute autre forme d'inégalité. Cependant, cette triste réalité ne représente pas le peuple rwandais en sa totalité. Il y a des choses négatives, certes, et qui viennent de l'attitude ou du choix de gouvernance du FPR, mais je peux affirmer et confirmer qu'il y a des Rwandais au Rwanda, à l'intérieur du pays, il y a des Rwandais qui vivent au sein des différentes diasporas rwandaises un peu partout, qui sont capables de mieux faire, de mieux gouverner le pays, qui sont capables de répondre aux besoins de la population tout en ayant une diplomatie pacifiste avec les pays de la sous-région, les pays de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ces Rwandais ne sont pas en mesure en ce moment d'apporter leur aide, leur expertise, leurs compétences pour permettre au Rwanda de se développer et de répondre aux besoins de sa population de façon saine, c'est-à-dire d'une façon qui respecte la dignité humaine. Alors, il est inévitable, il est impératif, primordial que l'espace politique au Rwanda soit ouvert pour permettre à chacune des Rwandaises, à chacun des Rwandais de pouvoir apporter son aide, de pouvoir apporter ses compétences pour bâtir une nation harmonieuse, une nation qui finalement serait compatible aux aspirations de ce monde, des aspirations qui sont en lien avec les conditions de vie des individus, c'est-à-dire lutter contre le réchauffement climatique, lutter pour l'instauration des états de droit. C'est ça qui permet des vraies croissances économiques, le développement du capital humain, et finalement, c'est ça qui permet aux gens de vivre en harmonie et heureux. Tel est le souhait de l'Alliance rwandaise pour le changement. Et donc, Anissé, si tu n'as rien à rajouter, on va mettre fin à notre émission en disant à nos auditrices et auditeurs qu'on reviendra très prochainement. Je te remercie, Achille. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end. Pareillement, merci. À la prochaine. shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Thank you.
Radio Iteme, le pouvoir de la parole. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, mnakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Wanyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana. Je suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. J'étais petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux et le vent soufflait et la nature me souriait partout. Contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ces vies. Je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, telle ma soif n'est jamais assouvie.